Bonjour, Ramadan Mubarak Saïd, بالصحة والعافية إن شاء الله. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre présence et pour vos encouragements. Aujourd'hui, nous abordons la pratique du sport pendant ce mois sacré du Ramadan. Et pour répondre à toutes les questions et répondre aussi aux questions que vous pouvez poser à travers le chat, je vous demande d'accueillir le professeur Karim Chamari. Professeur, bonjour. Votre micro, professeur. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum mabrouk. C'est un réel plaisir et un honneur d'être avec vous, amis du Maroc et d'outre-mer, je veux dire, Tout à fait. des différents pays d'Afrique et des pays francophones. Avec nous, beaucoup de frères et de sœurs des pays africains, des pays francophones et des pays musulmans qui s'intéressent justement à cette relation entre la pratique sportive et le Ramadan. Mais moi, je voudrais vous remercier, vous, professeur Karim Chamari, d'avoir accepté cette visioconférence avec nous. Et je sais que dans quelques minutes, c'est la rupture du jeûne chez vous au Qatar. Oui, tout à fait. J'entends la famille qui font un peu moins de bruit, donc ils sont en train de manger. Donc c'est un bon signe. C'est pour la conférence. Alors, on va vous autoriser aussi à manger tout à l'heure parce que vous aurez besoin de boire, vous aurez besoin de vous restaurer. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes professeur, chercheur, je dirais, à Aspetar dans tout ce qui est activité physique et sportive. Mais ce que j'admire chez vous, c'est que vous êtes aussi un homme de terrain. C'est-à-dire que vous êtes toujours sur le terrain pour suivre des sportifs de haut niveau. En fait, oui, j'ai été un homme de terrain en étant athlète moi-même, athlète de sport un peu amateur, du football, du water-polo, la natation, je crois, et de la voile. Mais de la voile, j'ai fait à un niveau un peu plus élevé puisque j'ai fait les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Et après, j'ai été homme de terrain, j'étais entraîneur aussi de voile quand j'étais jeune, directeur technique de la fédération de voile, etc. Mais après, je suis allé sur le terrain avec les footballeurs professionnels du club africain et du Stade tunisien, deux équipes de la capitale Tunis. Et nous avons fait un peu plus de 10 ans de travail sur le terrain en participant aux coupes d'Afrique, Champions League et tout. Et on est même venu au Maroc, malheureusement, perdre la finale de la Coupe de la CAF contre le FUS, je crois, le FUS. C'est ça, on a perdu on a perdu au penalty en fait. Mais bon, j'étais préparateur physique pendant quelques années. Donc, j'ai une petite idée de l'odeur du gazon et de ce qu'est la transpiration d'un athlète. Et en tout cas, aujourd'hui, vous êtes professeur-chercheur à Aspetar et vous travaillez entre autres sur cette question et vous allez partager avec nous des études scientifiques très rigoureuses sur cette relation entre la pratique du sport et le mois sacré du Ramadan. D'ailleurs, moi, je voudrais, professeur, vous poser une question très simple. Est-ce que la pratique du sport est compatible avec le mois sacré du Ramadan? Parce qu'il y a beaucoup de théories là-dessus. Qu'est-ce que la science nous dit? En fait, oui et non. Oui, parce que tout le monde continue, tous les musulmans du monde continuent à s'entraîner et à participer aux compétitions en étant en état de jeûne, en jeûnant. Maintenant, nous allons le voir dans la présentation que ça dépend, les effets du Ramadan peuvent être absents, pas d'effet, ou il peut y avoir certains effets selon une myriade, un grand nombre de facteurs. Excusez-moi si des fois je perds un peu les pédales dans mon discours parce que ça fait 8 ans que je suis à Aspetar, nous parlons principalement anglais. J'ai perdu un peu mon français, mais j'espère que j'arriverai quand même à communiquer avec vous. Avec plaisir. Alors, justement, allons dans cette présentation. Comment, justement, on peut pratiquer pendant cette période du Ramadan? Comment on peut continuer à pratiquer son sport? Quelle fréquence? Quel volume? Et j'ai envie de dire, à quel moment de la journée c'est plus conseillé de pratiquer et avec quelle intensité? Donc voilà, merci beaucoup, Monsieur Fakak. Je vais essayer de partager avec vous ma présentation. Avec Donc, plaisir. pendant les essais que nous avons fait avant la connexion, c'était un peu long. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me teniez au courant de ce que vous voyez à l'écran pour que je puisse m'adapter. Là, je suppose que vous voyez le PowerPoint, mais pas la présentation en elle-même, c'est ça, hein? On voit le PowerPoint, effectivement. Donc, oui, justement. Je vais passer en mode plein écran, là, dans quelques secondes, s'il vous plaît. Je clique, ça devrait venir dans quelques secondes. Vous me faites signe quand c'est bon. Là, c'est en plein écran. C'est parfait, professeur. C'est parfait. Très, très bien. Donc, voilà, merci, Monsieur Fakek. Merci à vous de me donner cette opportunité de vous présenter les travaux que nous avons réalisés, mais pas seulement nous, des chercheurs du monde entier au niveau de la science du Ramadan et du sport.
En fait, le Ramadan, les gens pensent au Ramadan, le Ramadan, nous attendons le mois de Ramadan, mais en fait, il y a des milliers de Ramadans différents selon chacun, selon où vous vous trouvez. Parce que si vous le voyez ici, bien sûr, sur les slides que j'ai gardés en anglais pour nos amis qui ne sont pas francophones, et les amis francophones peuvent se référer à ma voix, en fait. En fait, c'est, entre autres, on arrête de manger et de boire, il y a d'autres choses, vous le savez très bien, et sur un cycle lunaire d'à peu près 29 jours, 29, Oui. ce qui fait que le Ramadan, sur l'année, je ne sais pas si vous voyez la souris bouger là, mon Ouais, pointeur, on la vous le voit voyez? très bien. On la Voilà. voit très bien, Vous professeur. voyez que Ramadan migre sur l'année de 11 jours. Il a lieu à peu près 11 jours plus tôt chaque année. C'est-à-dire que nous avons un Ramadan qui a commencé mi-avril, c'est en 2021. Pour que Ramadan revienne à commencer mi-avril, il va falloir attendre 33 ans. Je ne sais pas s'ils seront encore vivants, Dieu seul le sait, mais nous avons tous ceux qui ont un certain âge, comme vous et moi, qui n'avons pas 10 ou 15 ans, nous avons tous eu un ramadan pendant l'été et un ramadan pendant l'hiver dans notre vie. Tout à fait, Maintenant, on a connu ça. voilà, tout à fait. Nous allons maintenant nous concentrer sur le globe. Et ici, je me suis concentré sur la moitié nord du globe. Et au niveau de l'équateur, les durées de jeûne sont pratiquement assez constantes au cours de l'année. Quand on habite, par exemple, au Soudan, pas loin de l'équateur, ben, on jeûnera pendant des durées à peu près 12 heures parce que les jours et les nuits ne varient pas beaucoup. Par contre, si on commence à s'éloigner et qu'on s'approche du tropique du Cancer, là, attention, au tropique du Cancer, nous avons ici le Qatar, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, nous avons l'Égypte et nous avons bien sûr plus loin le sud du Maroc. Oui. Et si on va vers l'est, nous avons le nord de l'Inde et beaucoup de pays musulmans là dans l'Asie du Sud-Est. Et notamment, pour votre information ou pour un gentil rappel, nous avons peut-être, nous Maghrébins, pensons que peut-être le pays musulman le plus peuplé, c'est peut-être l'Arabie Saoudite, parce que c'est un grand pays, tout comme l'est l'Algérie ou l'Égypte. Mais en fait, le pays musulman le plus peuplé est l'Indonésie, qui se trouve dans l'Asie du Sud-Est. Donc le monde musulman s'étend du Maroc et la Mauritanie jusqu'à loin dans l'Asie du Sud-Est. Donc ici, au niveau du tropique du Cancer, tous les musulmans auront une durée de jeûne à peu près équivalente. Mais quand nous commençons à aller vers le nord, ça se complique pour l'été. C'est-à-dire que si nous sommes en France, par exemple, dans le nord de la France ou le sud de l'Angleterre, quand c'est l'hiver, les durées de jeûne sont très courtes, mais quand c'est l'été, les durées de jeûne sont très longues. Donc c'est pour ça que je vais passer la slide prochaine. Donc je vais essayer d'appuyer pour que ça passe. Attendez que je me retrouve dans mes… Voilà. La prochaine diapositive montre ici, en 2021, les heures de jeûne. Et nous voyons que dans le sud du monde, du globe, autour du sud de l'Amérique du Sud, ils jeûneront 10 à 11 heures. Et plus nous montons, et nous trouvons les 12-13 heures dont j'ai parlé au niveau de l'équateur, et plus nous montons, et là, je m'arrêterai sur les 14-15 heures du sud du Maroc et du Middle East où nous sommes ici, ou bien de la partie nord de l'Asie du Sud-Est. Et là, plus nous montons, plus ça se compliquera. Ici, ça sera 15 et 16 heures pour le nord de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, le sud de l'Europe. Le nord de l'Europe, c'est plus 16-17 heures. Et plus ça va, plus les durées de jeûne seront longues, jusqu'à arriver au pôle Nord, où il y a 6 mois de jour, 6 mois de nuit, et les règles du Ramadan sont différentes. Si vous voulez, on pourra en parler après la présentation. Je voudrais ici insister sur le fait que je suis un chercheur scientifique, je ne suis pas du tout un expert en religion. Je sais certaines choses comme le savent un peu tout le monde, et je pourrais partager avec vous certaines informations sur les exceptions au niveau du pôle Nord ou du pôle Sud, en fait. Ici, vous avez dit, qu'en est-il de la science et du Ramadan? Alors, j'attire votre attention sur le fait que les études scientifiques sur le Ramadan sont relativement récentes. Elles datent d'à peu près une vingtaine d'années, début des années 2000. Et donc, ici, au bout d'une dizaine d'années, nous avons écrit ensemble avec mon ami Anis Chawachi, qui est tunisien, qui se trouve sur Tunis actuellement, qui est un excellent chercheur dans le monde du Ramadan. Il a fait d'ailleurs sa thèse de doctorat là-dessus. Ou avec notre ami Inigo Mujica, qui est du Pays Basque, de l'Espagne. Nous avons écrit ces 2 revues de la littérature où nous avons
exposer qu'en est-il de Ramadan et sciences. Et donc, je vais essayer dans les diapositives qui suivent de vous donner un peu plus de détails, en commençant notamment par cette étude réalisée par notre ami Hamdi Chtourou. Alors ici, j'en profite pour non seulement vous parler de cette étude, mais aussi de parler de ce livre. Ça, c'est un livre avec un grand nombre de chapitres qui était dédié totalement aux jeunes de Ramadan et au sport. Et je vous ai mis un lien ici parce que ce livre est gratuit. C'est un livre Omix qui est gratuit. Nous n'avons gagné pas du tout d'argent. On l'a fait pour la science. Donc vous pourriez… Professeur, vous, oui, allez-y. Je peux me permettre de vous interrompre 2 secondes. Donc, d'abord, là, on peut télécharger ce livre sur le site que vous avez indiqué. Est-ce que je peux demander votre autorisation pour que les participants qui sont avec nous et que je salue par la même occasion et à qui je renouvelle mes vœux de Ramadan Moubarak, est-ce qu'on peut partager avec eux votre présentation en PDF? Ah, absolument, absolument. Je l'ai fait pour eux. Hein. J'ai fait la présentation pour eux et j'ai même ajouté ce link pour eux parce que cette présentation, je l'ai faite il y a une semaine pour l'Angleterre, pour les staffs médicaux de la EPL, English Premier League, et il n'y avait pas ce link. Mais là, j'ai fait des efforts de mettre le link pour que vous puissiez accéder à des chapitres de livres. Donc ça, c'est en ce qui concerne le livre. Je rappelle que c'est un livre offert qu'ils peuvent télécharger sur le site que vous indiquez sur votre slide. Voilà, ici, vous avez accès à un des chapitres. Et de toute façon, le livre, il est free, il est gratuit, accès gratuit sur le net. OK? D'accord. Maintenant, cette étude a été faite sur des jeunes footballeurs juniors. Quand j'ai dit junior, c'est le sens junior maghrébin, français, U19, donc des 17 et 18 ans. Et les effets du Ramadan sur les performances physiques, l'état de mood, c'est alors il faut que je trouve le mood, l'humeur et la perception de l'effort. Et malheureusement, dans ce cas, il y avait un effet négatif du Ramadan sur la 4e semaine de Ramadan. Les performances physiques de ces athlètes étaient diminuées quand elles étaient mesurées en fin d'après-midi. Excusez-moi, je crois que je vais couper le micro une seconde pour demander à ma famille d'essayer de faire un peu moins de bruit parce que ça commence à impacter. Excusez-moi. Je vais essayer de couper mon micro. Ceci étant dit, professeur, c'est normal, nous sommes en direct, en live, et puis c'est le moment de la rupture du jeûne au Qatar. Je rappelle que le professeur est à Espetar, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Professeur, je disais que c'est tout à fait normal, hein, c'est le moment de la rupture du jeûne chez vous au Qatar, et c'est tout à fait normal que la famille soit dans un cadre festif. Bon, oui, encore désolé, je suis vraiment désolé. Je vais repartager mes diapositives. Ça va arriver, donc il va falloir refaire tout. J'espère qu'ils vont sortir après manger, ils vont sortir éventuellement, ça ramènera le calme dans la maison. Et je suis désolé pour ça, mais c'est le live. C'est le live. Alors, nous sommes en live, nous sommes en direct, et ce sont les aléas du direct. Et puis, il y a le confinement, et on reste chez soi. C'est tout à fait normal. Et puis, le sport, ça se pratique aussi en famille, ça se discute en famille. Merci beaucoup, Monsieur Fakek, pour vos encouragements. Ça m'aide à être à l'aise. Est-ce que vous voyez à nouveau les diapos? Oui, on voit très bien, vraiment. Très bien. Donc, je disais, cette étude avait montré que l'effet du Ramadan était négatif quand les efforts étaient effectués juste avant la rupture du jeûne, donc en fin de jeûne. Après, nous avons essayé d'étudier quelque chose d'intéressant, qui est le jeûne de 3 jours, parce que vous savez que Ramadan, c'est l'islam, il y a le Ramadan, il y a aussi la sunna, avec les jeûnes intermittents hors du Ramadan, comme jeûner le lundi et le jeudi, ou bien jeûner les 3 jours du milieu de du mois lunaire, les journées blanches en pleine lune. Donc, et ça peut donner une idée des 3 premiers jours de fasting, de jeûne au cours du mois de Ramadan. Donc, nous avons effectué des sprints répétés, une séance de sprint répétée, où les athlètes ont effectué 5 sprints très intenses en première série et se sont reposés 3 minutes et ont refait 5 sprints très intenses en deuxième série. Les sprints étaient des sprints maximaux de 5 secondes avec 25 secondes de récupération entre les sprints. Je peux vous dire que c'est les gens qui connaissent le terrain savent combien c'est fatigant. Et nous avons publié cet article qui, et j'attire votre attention ici sur le titre, qui pourrait être un peu trompeur parce que nous disons
3 days of intermittent fasting, repeated sprint performance decreased by vertical stiffness impairment. Donc, si vous lisez le titre, vous pourrez penser qu'il y a un effet négatif du ramadan. Oui, il y a eu un effet négatif du ramadan, mais seulement de 3 jours de jeûne, je veux le dire, mais seulement sur un sprint au niveau de la puissance et 2 sprints au niveau de la vertical stiffness. La stiffness, c'est la raideur verticale. C'est des variables biomécaniques qui permettent de comprendre un peu la performance de sprint. Donc, si nous voulons résumer ce travail, 3 jours de jeûne intermittent et mesure juste avant la rupture du jeûne, il n'y a pratiquement pas d'effet de ramadan. Le seul effet négatif était sur le premier sprint après la récupération. Il s'avère qu'apparemment, les mêmes sujets, quand ils étaient en état de jeûne, étaient un peu fatigués au niveau de la reprise après 3 minutes de récupération. Mais une fois qu'ils avaient repris, après, ils ont repris la performance sans aucun problème. Donc ça, c'est à retenir. L'effet était certes significatif, mais sur très peu de sprints. Sur 10 sprints, il y avait 1 ou 2 sprints qui étaient négativement impactés. Ça, c'est 3 jours de jeûne. OK? Je vais essayer de recliquer un peu. Je me mets et hop. Voilà. Maintenant, qu'en est-il des sprints répétés? Mais pas seulement au bout de 3 jours de jeûne, mais au bout de 1 mois du mois de Ramadan. Nous avons notre étude de notre ami Asma Al-Aloui, qui elle aussi est tunisienne. Alors, je voudrais parler aussi des équipes qui font de la recherche sur le Ramadan. Il y a un certain nombre d'équipes de Tunisie. Au Maroc, il y a la professeure Rachida Roki qui a fait beaucoup d'études sur le sommeil et Ramadan. D'ailleurs, nous l'avons rencontré à une conférence en 2011, à Aspetar d'ailleurs, c'était au Qatar. De très belles études sur Ramadan et sommeil côté Maroc. Il y a des équipes sur le Middle East, notamment au Qatar et à Aspetar. Il y a aussi des équipes de recherche qui travaillent sur Ramadan. On verra un peu plus tard côté Malaisie et Singapour. Donc cette étude d'une étude tunisienne aussi sur non seulement l'effet des 4 semaines de Ramadan, mais aussi l'effet matin et soir. Parce que vous savez que le matin, on est frais. Et s'il y a une fatigue sur la fin de la Ramadan, avec la fatigue, elle s'accumule plutôt en fin d'après-midi. Donc cette étude a très bien confirmé que quand les sprints répétés étaient effectués le matin, il n'y avait pas d'effet ni négatif ni positif du Ramadan, donc les performances étaient maintenues. Mais que quand on évaluait les athlètes en fin d'après-midi, là, il y avait un effet négatif sur les sprints répétés, et ce, lors de la 2e semaine et la 4e semaine. Donc déjà, dès la 2e semaine, il y avait un effet négatif en fin d'après-midi qui était maintenu à la 4e semaine, mais 2 semaines après Ramadan, il y avait plus d'effet négatif. Donc, ça dépend de l'effort et ça dépend de la durée du jeûne aussi. Dans ce cas-là, les sujets avaient jeûné 16 heures. OK? Alors, professeur, si je peux me permettre, c'est très important, cette étude sur la période du Ramadan, on peut dire que s'entraîner, par exemple, le matin, quelques heures après Sahur, peut être bénéfique. En fait, bénéfique dans le sens que il n'y aura pas d'effet sur votre performance physique, votre fraîcheur. Le seul problème réside en la période post-séance. Si votre séance finit à 11 heures ou midi, eh bien, si votre rupture du jeûne, c'est à 6 heures, vous aurez 6 heures à la maison, j'espère allongé à l'ombre et pas à la chaleur, pour ne pas vous déshydrater, mais 6 heures à attendre pour pouvoir se réhydrater et manger. Ce qui pose un problème, non pas pour la séance, parce que la séance a été préservée, mais pour la récupération par rapport à la séance. Voilà, ça c'est ce que je pourrais. Mais en tout cas, il y a des entraîneurs qui parfois placent des entraînements à 6 heures du matin pendant la période du Ramadan. Ils disent il y a la période du Al-Sahur, un peu de repos, et à 6 heures du matin, on fait une séance d'1 heure, d'1 heure et demie. Le corps est frais, il a le métabolisme, il a l'énergie qu'il faut. Et après, bien sûr, comme vous dites, dans la journée, il faut avoir une journée très soft pour se reposer, pour récupérer. Tout à fait. Il y a 1h30, j'étais avec les Glasgow Rangers qui s'entraînent à 9h30, à 10h30 et qui ont une joueuse musulmane. Et c'est ce que j'aurais expliqué, c'est que le matin, il faut aussi voir est-ce que les athlètes, les joueurs ou les athlètes sont allés dormir après le suhour, ou bien du suhour passe directement à la séance d'entraînement. Parce que s'ils sont allés redormir, ça pose un autre problème. Mais si c'est dans un pays à majorité musulmane et où on peut adapter les horaires, on dit allez les gars, suhour c'est à 4h30,
on se donne 1 heure et demie et on commence l'entraînement, mais ne dormez pas. Et après, vous aurez toute la journée pour dormir. Ça, c'est possible aussi, bien sûr. D'accord. Et alors, je reviens sur l'entraînement avant le phtor. C'est un entraînement, et là, les études scientifiques le montrent, c'est un entraînement qui montre que la performance, elle baisse un petit peu, et c'est un entraînement, il faut peut-être adapter et vraiment, comment dirais-je, baisser l'intensité de l'entraînement pour ne pas aller chercher dans les réserves. Absolument, je suis tout à fait d'accord, Monsieur Fakek. Et donc, l'entraîneur pourrait garder juste avant le suhour, juste avant le iftar, le coucher du soleil, les entraînements technico-tactiques à intensité légère ou moyenne, ou la musculation. La musculation avant la rupture du jeûne, c'est très très bon parce que faire de la musculation dans un état de jeûne, ça entraîne des adaptations hormonales bénéfiques pour le maintien de la masse musculaire. Donc, gardez avant le suhour, si vous êtes bien sûr. Nous parlons de pays à majorité musulmane ou bien de staff qui font en sorte d'adapter les horaires d'entraînement au Ramadan. Ce n'est pas le cas dans certains pays d'Europe. Ça, on pourrait en parler après pendant la discussion, si vous voulez. D'accord. Je vous laisse continuer votre présentation, professeur. Merci beaucoup, M. Fakek. Donc, nous revenons maintenant au sprint répété et nous nous sommes posé la question, vous vous rappelez tout à l'heure des 2 séries de 5 sprints chacune, mais les études qui avaient été faites avant la nôtre étudiaient les temps de réaction ou les performances cognitives, là, ces temps de réaction, réflexion, dans un cadre non écologique. Quand je dis un cadre non écologique, je veux dire quoi? Je veux dire, on disait aux participants de faire un effort, après on les prenait par la main, on les emmenait au laboratoire, et il s'est passé de longues minutes entre la fin de l'effort et l'arrivée au laboratoire, et on leur faisait des tests de temps de réaction, par exemple. Mais ça, c'est très peu écologique parce que quand vous êtes dans un état de Ramadan, vous êtes entre 2 sprints, il y a un corner, votre teammate, votre compagnon de jeu centre le corner. Qu'en est-il de votre temps de réaction alors que vous êtes entre des efforts intenses? Il n'est pas question d'étudier le temps de réaction 1 heure après l'effort, donc pendant le match. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons sur le tapis ici fait la première série, tout de suite enlevé le harnais, et à un pas, il y avait la station du temps de réaction. OK? Et juste après le temps de réaction, qui durait 1 minute 30, au milieu des 3 minutes de récupération, le participant revenait, mettait le harnais et recommençait la deuxième série. Donc, vous comprenez que les résultats que je vais vous montrer maintenant sont dans un état de fatigue extrême. Et on le voit sur ce sujet qui était presque en train de s'évanouir. Et il y en a même 2 ou 3 qui nous avaient demandé des chaises pour s'asseoir derrière parce qu'ils étaient presque en train de tomber après la première série de sprints. Pour dire que quand nous avons fait des sprints, c'était des sprints très intenses. Et là, mauvaise nouvelle, après 3 jours de jeûne, le temps de réaction simple et le temps de réaction multiple étaient les deux significativement impactés, significativement et négativement impactés par 3 jours de jeûne. Et je répète, et en accord avec ce dont nous avons discuté, M. Fakek, il y a 2 minutes, ça, c'est les tests qui ont été faits juste avant la rupture du jeûne, en fin de journée. Le matin, ça aurait été des résultats différents, mais je ne les ai pas. Nous sommes allés chercher le diable, si vous voulez. Nous sommes allés chercher les problèmes. Où est-ce qu'on aurait éventuellement des problèmes? Et effectivement, juste avant la rupture du jeûne, là, il y avait un temps de réaction négativement impacté. Alors, vous me direz, peut-être, comment pourrait-on aider les athlètes qui jeûnent? Et qu'en est-il du mouth rinsing ou bien de rincer la bouche avec de l'eau ou d'autres choses? Là, si vous voulez, nous pouvons en discuter, M. Fakek, si ça vous intéresse. Ah, bien sûr, parce que ça arrive souvent pour, en quelque sorte, atténuer le problème de la déshydratation, on va se rincer la bouche. Justement, est-ce que apparemment, vous avez fait des études là-dessus aussi? Alors, justement, les études viennent du fait qu'avec nos joueurs, nous avons remarqué que quand ils faisaient Ramadan, pendant l'après-midi, pendant l'entraînement ou les matchs, ils avaient tendance à beaucoup se rincer la bouche et à baigner la tête d'eau et la nuque d'eau pour se rafraîchir. Alors, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des études sur le rinçage de bouche. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas encore d'études sur le body cooling ou le rafraîchissement du corps. Les études ne sont pas encore sorties et j'espère qu'elles seront faites dans quelques années. Donc, la première étude que je vais vous présenter est l'étude du docteur Sheikh Mohammed, que nous voyons ici, et qui est de Malaisie, et qui, avec mon ami Abdul Rashid Aziz de Singapour, forme un pôle important de recherche au niveau du fasting et du ramadan et du jeûne et du ramadan et du sport. Alors, eux, ils ont fait un pré-effort
Et après ce pré-effort fatigant, ils ont mis les sujets sur un cyclo-ergomètre, sur une bicyclette ergométrique, pendant 10 km. Donc là, c'est 10 km. Je vais essayer de pousser ça. Voilà. Donc ça, c'est 10 km sur un vélo. Et nous avons 3 conditions. La première condition, c'est quand les sujets étaient en état de jeûne. Et nous voyons que progressivement, sur 10 km, la performance, ici représentée par la puissance, a baissé de façon significative. Les deux conditions dans lesquelles la performance n'a pas baissé du tout, vous l'avez, elle est absolument constante, c'est dans les deux conditions de rinçage de bouche. Et là, il y avait 2 rinçages de bouche. Le rinçage de bouche avec de l'eau glucosée, avec du sucre dans l'eau. Avaler ou ne pas avaler, j'en parlerai dans la slide prochaine. Et l'autre condition, c'était une solution placebo. Placebo, c'est-à-dire que c'était de l'eau seulement, mais dans laquelle ils avaient mis le goût et la couleur de la solution de glucose pour que les sujets ne sachent pas s'ils sont en train de se rincer avec du glucose ou avec de l'eau. Parce que si, méthodologiquement, vous avez très bien compris que si je donne de l'eau à quelqu'un et après je lui donne de l'eau glucosée, il va savoir qu'il y a du sucre dans celle-là. Et s'il pense que le sucre, ça lui fait du bien, déjà, il y aura un effet psychologique. Donc, pour évincer l'état psychologique, comme en médecine, nous utilisons le placebo. Dans ce cas, le placebo, c'est un colorant et un édulcorant pour donner le même goût et la même couleur que le glucose. Mais c'était de l'eau. Il n'y avait pas d'énergie dedans, pas de glucose, d'accord? Et dans ces 2 cas, cette performance d'endurance, 10 km sur le vélo, a été préservée contrairement aux conditions de fasting. Donc, vous me direz, ah, alors moi, je vais demander à mes athlètes de faire de se rincer la bouche et avec de l'eau ou avec du glucose, ça marche. Mais là, j'aimerais attirer votre attention sur la prochaine diapositive qui va amener des informations négatives ou un peu contradictoires. Alors, je dois cliquer à nouveau parce que chaque fois que je clique, j'ai un problème. Voilà, je passe. Ça, c'est une étude que nous avons faite, nous, à Aspetar, toujours sur le même tapis. Et l'année d'après, de l'expérimentation que je vous ai décrite tout à l'heure, nous avons fait demander à nos sujets de venir 3 fois au laboratoire de façon contrebalancée, c'est-à-dire que l'ordre était contrebalancé pour pas qu'il y ait un effet d'ordre. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ont fait de la recherche ou qui vont faire de la recherche. Il y a des techniques méthodologiques pour que la recherche donne des résultats concluants, pour qu'il n'y ait pas de biais méthodologique. Donc, en fait, après avoir respecté l'effet d'ordre, nous avions fait 3 conditions. Les sujets sont venus en 3 conditions. Une condition où ils étaient en jeûne, donc ils n'ont rien bu pendant 3 jours. Ils ont fait du jeûne pendant 3 jours et n'ont rien bu dans la journée et n'ont pas bu pendant la séance. Et une autre condition où ils sont venus ils sont venus en faisant du mouth rinsing. Ils ont rincé leur bouche avec à nouveau les mêmes conditions que tout à l'heure, c'est-à-dire que de l'eau édulcorée ou bien de l'eau sucrée. Nous avons fait très attention dans cette expérimentation parce que vous savez que quand nous parlons de rinçage de bouche, il y a des gens qui disent mais attention, si on avale du liquide, on n'est plus en jeûne. Nous avons rompu notre jeûne. Alors, qu'en est-il des ablutions quand on se lave? Ça, c'est quand on fait des ablutions, on se lave la bouche pour les ablutions, ça, c'est dans des conditions de prière. Ça a ses règles. Maintenant, hors des ablutions, il faut faire attention absolument à ne rien avaler. Hein. Même pas dentifrice, même pas de l'eau de mer quand on se baigne, etc. Après, est-ce qu'on l'a fait exprès ou pas exprès? Ça, je n'en parlerai pas. C'est aux experts de religion de statuer là-dessus. Mais je vais parler de notre expérimentation. Alors, dans notre expérimentation, nous avons fait 2 choses, M. Fakek. Nous avons mesuré avec grande précision les 10 millilitres d'eau que nous leur donnions avant de se rincer la bouche. Ils se rinçaient la bouche pendant à peu près 10 secondes et après ils rendaient dans un verre et nous avons remesuré la quantité d'eau qu'ils rendaient. Okay, et en plus, nous avons demandé aux participants de nous informer, de lever la main en disant j'ai avalé un peu de liquide si jamais ça arrivait. Okay, donc, il y a 2 choses. 1, il y a eu 3 participants qui ont avalé, 3 sur 15 participants qui avalaient de façon temporaire, sans faire exprès, un peu de liquide. Donc, le risque d'avaler du liquide quand on fait du rinçage de bouche existe. Il est de 1%, mais il existe. Donc, il faut faire très attention. Si vous faites du jeûne religieux, vous avez un risque de 1%, en tout cas dans nos conditions, 1% de risque d'avaler. Mais, pire encore, c'est qu'à chaque fois que nous avons mesuré la quantité de liquide qui nous a été rendu,
elle était à chaque fois un peu inférieure à ce que nous leur avons donné. C'était quelques milligrammes, je ne me rappelle pas. Alors, on a un problème là. Parce que, M. Fakek, vous imaginez, quand je vous donne de l'eau pour rincer votre bouche, vous allez saliver. Donc, théoriquement, si vous me rendez toute l'eau que je vous ai donnée, plus un peu de salive, je devrais trouver un peu plus, pas un peu moins. OK? Donc, on a une quantité d'eau qui a disparu. Elle est dans la bouche, elle est sur les muqueuses, elle est sur la langue, elle est entre les dents. La question, est-ce que cette très petite quantité d'eau a été plus tard avalée ou évaporée pendant l'hyperventilation? Je n'ai pas de réponse. Mais tout ce que je sais, c'est que quand vous faites du mouth rinsing, vous gardez un peu d'eau dans votre bouche et qu'il y a un risque de 1% d'avaler le liquide. Donc, je dis, faites très attention. Si vous faites du jeûne religieux, vous avez un risque, petit risque, mais un risque réel d'avaler du liquide. Est-ce que j'ai été clair, M. Fakak, là-dessus? Oui, oui, c'est très clair. Alors, moi, je retiens deux choses, professeur Chamari. Un, c'est que le rinçage de bouche peut aussi stabiliser votre performance quand vous faites, par exemple, un sport collectif ou même un sport individuel. Et il y a 1% de risque d'avaler une goutte ou une petite gorgée d'eau si vous le faites. Donc, chacun peut l'utiliser en son âme et conscience. Tout à fait. Maintenant, il y a des gens qui disent pas du tout de rinçage d'eau, de bouche, d'autres qui disent pas de sucre, etc. Parce que le problème, c'est que le sucre n'est pas avalé, mais il peut passer à travers les muqueuses et aller dans le sang. Et ça dépend. Et il faut que le rinçage de bouche dure plus de 30 secondes. Si je me rappelle bien, je me rappelle pas très bien, mais je pense que c'est ça que j'ai à l'esprit, c'est qu'au bout de 30 secondes de rinçage de bouche, et bien sûr, ça dépend de la quantité de sucre dans le liquide, pour que le sucre traverse les muqueuses et aille dans le sang. À ce moment-là, on n'est plus en jeûne. Là, dans notre cas, c'était 10 secondes. Ils ont rincé pendant 10 secondes. Et ils ont avalé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient extrêmement fatigués. Vous avez vu le sujet qui était crevé. Ils étaient en hyperventilation, donc il y avait un plus grand risque d'avaler que si vous êtes plus ou moins au repos. Et si vous attendez les quelques secondes que l'hyperventilation cesse et que vous êtes dans un état relativement reposé, je pense que le risque d'avaler est moins important. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Très bien. Alors, professeur, pour avancer, donc il y a cette question de rinçage de bouche, mais qui prouve que ça peut stabiliser la performance, que la performance, fatalement, elle descend quand on fait un entraînement intensif avant la rupture du jeûne. Quid, par exemple, de l'entraînement après la rupture du jeûne? Après la rupture du jeûne, c'est super parce qu'on a déjà mangé et on peut boire. Là, je n'ai pas inclus les données de deux études intéressantes sur les blessures. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je parle de Ramadan et blessures? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors voilà. Dommage, je n'ai pas les diapositives ici, mais elles sont quelque part dans une autre présentation. Donc, si vous voulez, Monsieur Fakek, vous pouvez éventuellement noter. Si ce que je vais dire maintenant vous intéresse, je peux modifier ma présentation et vous l'envoyer une autre fois. Vous l'envoyer avec les deux diapositives sur les blessures incluses. Alors, les deux études qui ont été conduites jusqu'à date, et malheureusement, il n'y a que pour l'instant dans le domaine scientifique que deux études sur les effets du Ramadan sur les blessures. C'est une étude que nous avons conduite nous-mêmes en Tunisie en 2012 et une étude du Qatar à Aspetar, j'y étais pas encore, qui a été publiée en 2013, juste avant que je n'arrive à Aspetar. Et ces deux études montrent des conditions et des résultats différents. Alors, l'étude de Dr Cristiano Eiral, qui est un Italien, qui était mon collègue et qui maintenant est un des médecins du PSG à Paris en football, Eiral et les collaborateurs ont publié les données du Qatar, la Ligue du Qatar, la QSL, et ils ont étudié la différence entre les joueurs jeûneurs et les joueurs non jeûneurs. Et non, justement, M. Fakek, ils n'ont pas trouvé de différence au niveau des blessures des joueurs jeûneurs et non jeûneurs au cours du Ramadan. Mais au Qatar, les entraînements et les matchs se déroulent le soir, la nuit, dans les conditions que vous avez décrites tout à l'heure, quand les joueurs ont déjà eu leur rupture du jeûne, ils ont mangé et ils s'hydratent, donc les conditions sont différentes. Contrairement à l'étude que nous avons publiée juste avant eux, en 2012, sur une équipe tunisienne suivie 3 ans de suite, et où nous avons comparé le mois de Ramadan avec le mois qui précède le Ramadan et le mois après Ramadan. Et quand nous avons comparé les joueurs jeûneurs et les joueurs non jeûneurs, il y avait malheureusement pour les jeûneurs un peu plus de blessures de non-contact, de blessures d'usure, un peu plus de blessures d'usure chez les joueurs jeûneurs par rapport aux joueurs non jeûneurs, dans des conditions où, en Tunisie, pour cette équipe, les entraînements étaient principalement
divisés, partagés entre les entraînements le soir et les entraînements l'après-midi, et il y avait des matchs l'après-midi, ce qui fait que ces conditions étaient différentes des conditions du Qatar de l'autre étude. Donc, il n'y a pas un effet, pour l'instant, pour les deux seules études qui existent, il n'y a pas un effet énorme que l'on voit, mais il y aurait peut-être un petit effet ou pas d'effet. Voilà, ça c'est pour la parenthèse blessure et la différence entre s'entraîner le soir et s'entraîner l'après-midi avant la rupture du jeûne. Alors, professeur Calais, vous avez parlé d'études sur le football. Je pense que vous aussi, vous avez fait des études justement sur les footballeurs, sur les judokas, sur les taekwondoïstes. Qu'en est-il de ces études, de ces sports pendant la période du Ramadan? Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à d'autres études qui s'intéressent à certains sports. Ici, c'est les footballeurs. Cette étude publiée en collaboration avec notre ami Aziz Farouk, Abdulaziz Farouk, vous voyez ici, c'est mon ami qui est biostatisticien, et notamment Dr Yassine Zelghini, qui est médecin surgeon, comment on dit surgeon en français? Un chirurgien orthopédiste, voilà, chirurgien orthopédiste d'Alger, qui était à la FIFA et à la CAF, que je salue d'ailleurs. Nous avons publié cette étude qui était basée sur un questionnaire. Que ce questionnaire s'est adressé aux joueurs des pays musulmans qui ont participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Et juste avant les Jeux Olympiques, on leur a posé des questions en disant, les Jeux Olympiques auront lieu pendant Ramadan, qu'en est-il de votre connaissance et de votre attitude? Et il y a eu des réponses très intéressantes, et je vais m'arrêter sur une demi-douzaine de réponses. Là, on leur dit, le jeûne de Ramadan pourrait réduire mon endurance pendant un match. Et ont été d'accord avec cette phrase, 46%, et ont été très d'accord, 35%. Donc, nous avons 82% des joueurs qui allaient jouer les Jeux Olympiques en 2012 qui ont été d'accord quand on leur disait que Ramadan peut réduire mon endurance pendant un match. Par opposé, si on leur a dit Ramadan va augmenter ma technique, va augmenter ma capacité physique, 85% étaient pas d'accord ou pas d'accord du tout. Donc, c'est très négatif ici dans leur tête. Une autre réponse ici, si je suis bien hydraté pendant le suhour, avant de commencer à jeûner, je peux participer à un match sans aucun problème. Et il n'y a que 11% qui étaient d'accord ou fortement d'accord. Donc, pour l'instant, c'est très négatif tout ça. Une autre, Ramadan va réduire ma concentration pendant un match. 70% étaient d'accord ou très d'accord. Ramadan peut réduire ma puissance pendant un match. 78% étaient d'accord ou peu d'accord. C'est OK pour moi de retarder mon jeûne après les Jeux Olympiques. 72% étaient d'accord. Et la dernière, par rapport au coach et l'influence externe, mon coach voudrait que je jeûne pendant Ramadan et 54% étaient d'accord. Donc, c'est-à-dire que ici, je voudrais qu'on rentre dans la tête des athlètes, et ici, notamment les joueurs professionnels de football. Nous pouvons remarquer une attitude fortement négative de ces joueurs qui sont des joueurs d'élite qui ont participé aux Jeux Olympiques. Je ne me rappelle pas si le Maroc était ou pas, il y avait l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que des grandes nations de football africaines et asiatiques et musulmanes, avec des joueurs qui sont des stars et qui avaient une vision négative. Et je voudrais y revenir un peu plus tard. Maintenant, je voudrais qu'on se concentre un peu plus sur le football. Pourquoi? Parce que cette étude de notre ami Abdul Rashid Aziz, qui est de Singapour, qui est à nouveau avec Cheikh Mohammed de Malaisie, ils ont fait cette étude qui est, et c'est malheureux de le dire, tout à l'heure, je vous parlais de deux seules études sur Ramadan et blessures. Et là, je vous dis seulement une étude sur Ramadan et performance physique lors du match avec des GPS. Ils ont fait ça sur des joueurs de Penang, donc une équipe amateur au niveau de la Malaisie. Ils ont fait 2 matchs avant Ramadan. Et ils ont fait 2 matchs pendant la 4e semaine de Ramadan, avec 4 jours de repos entre les deux. Et ce que je vais vous présenter, ce sont les moyennes. La condition contrôle, c'est les 2 matchs pré-Ramadan. Et la condition Ramadan, ce sera les 2 matchs de la dernière semaine de Ramadan. Alors, les chercheurs, moi je ne suis pas de cette étude, de cette équipe, mais Abdul Rashid Aziz et mon collègue, il m'a envoyé les slides et c'est très gentil de sa part. Ici, pour votre information, les chercheurs ont demandé au coach de diviser les équipes en 2 équipes équivalentes au niveau force.
football. Mais malheureusement, l'équipe A était beaucoup plus forte. Ils ont gagné 4-2, 5-1, 5-3 et 4-1. Donc, en fin de compte, sur le terrain, il n'y avait pas beaucoup d'équilibre, mais les joueurs ont vraiment joué, vous le verrez un peu plus tard. Donc, si nous voyons avec les GPS de façon objective la distance parcourue, je ne parle pas de technique et de tactique, je parle de distance parcourue, combien ils ont couru. En ce qui concerne la distance totale parcourue, il y avait une distance légèrement moindre au niveau de la première mi-temps et franchement moindre au niveau de la deuxième mi-temps. Et il y avait en tout, sur tout le match, 13% de distance parcourue en moins. Mais la distance parcourue totale n'est pas très intéressante parce que vous pourrez la parcourir en marchant ou en trottinant. Et rarement vous marquerez un but en marchant ou en trottinant. On est rarement impactant en football si on marche ou on trottine. Il faut en général faire des sprints pour marquer ou se battre. Hein. Donc, on va s'intéresser à d'autres choses. Donc, on a divisé les distances en distances parcourues à intensité faible, distances parcourues à intensité moyenne et distances parcourues à intensité élevée. Et là, je vous présente les résultats de la distance à intensité faible. Donc, tout ce qui est en dessous de 8 km/h, il n'y a pas de différence entre les conditions de jeûne et les conditions de non-jeûne, avec seulement 5 francs de différence. Donc, quand vous êtes en état de jeûne, vous marchez, vous trottinez autant que quand vous êtes en état normal. Par contre, ça commence à se corser quand on rentre dans les vitesses entre 8 et 18 km/h. Là, il n'y a pas de différence au niveau de la première mi-temps. Par contre, il y a une différence, vous voyez, les étoiles ici montrent que la différence est significative. Donc, il y a une différence significative au niveau de la deuxième mi-temps. Et sur le match entier, la différence est significative et il y a 22% de différence au niveau de la vitesse, comme j'ai dit, entre 8 et 18 km/h à moyenne intensité. Le problème se retrouve au niveau des distances parcourues à haute intensité, au-dessus de 18 km/h, donc tout ce qui est course à haute intensité et sprint. Et là, on a déjà, dès la première mi-temps, une différence qui se confirme et augmente au niveau de la deuxième mi-temps. Et sur le match entier, non seulement la différence est significative, mais elle est de 35%, ce qui est, en tant que préparateur physique, ce qui est énorme ou ce qui est alarmant pour le moins que l'on puisse dire. Alors, les conclusions de cette étude étaient que, en fait, Ramadan n'affectait pas les distances parcourues à faible intensité, mais qu'il affectait les distances parcourues à intensité moyenne ou à intensité intense. Et là, avant de conclure sur cette étude, je voudrais quand même méthodologiquement attirer l'attention des conférenciers que au niveau de la fréquence cardiaque, les mêmes joueurs, quand ils étaient en condition de jeûne, avaient des fréquences cardiaques équivalentes. Ici, même supérieures, mais il n'y avait pas de différence significative à cause de l'écart type. Et sur le match entier, la fréquence cardiaque était presque pareille, légèrement supérieure, mais pas de façon significative. Et autour de 82% de la fréquence cardiaque maximale, sachant que les spécialistes qui nous écoutent, qui sont du football, savent qu'un joueur de football, en fait, sur un match entier, il est entre 80 et 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc, les joueurs de cette étude étaient des joueurs amateurs qui n'ont pas triché, qui se sont donnés à fond. Et c'est confirmé aussi par leur données de rating of perceived exertion, leur perception de l'effort et les données de leur lactatémie. On leur a pris du sang pour voir s'ils s'étaient donnés. Et en fait, ces joueurs se sont donnés, mais malgré ça, ils ont eu une performance moindre. Alors, si on s'intéresse à la performance par quart d'heure, les 15 premières minutes, les 15 deuxièmes et 15 troisièmes minutes de la première mi-temps et de même pour la deuxième mi-temps, ça, ce que je vous montre ici, les colonnes blanches, ce sont les performances de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps quand ils étaient en conditions normales, hors Ramadan. On remarquera ici qu'en fin de deuxième mi-temps, il y a une augmentation de l'intensité parce qu'ils savent que la fin de match est prête. Et donc, ils essayent de rattraper le score, bien que le score, je vous l'ai montré, le score était vraiment mauvais pour l'équipe B. Par contre, regardez tout de suite, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau du Ramadan. Au niveau du Ramadan, la mauvaise nouvelle, c'est que il n'y a que 7 performances qui n'étaient pas impactées. Et toute la deuxième mi-temps a été impactée, mais aussi les 15 premières minutes. Donc, on va en parler après. Pourquoi les 15 premières minutes alors que la fatigue n'est pas encore là? Vous commencez un match. Quel est votre problème? Et là, au niveau de la deuxième mi-temps, alors la différence va en s'aggravant. 15% de différence ici, 20% de différence ici et 25% sur le dernier quart d'heure
où la performance est carrément fortement et négativement impactée. Et je répète, c'est une étude sur des joueurs amateurs qui se sont donnés à fond dans des conditions de chaleur. J'ai oublié de le montrer tout à l'heure sur une slide. Il faisait plus de 30 degrés, donc des conditions de chaleur. Alors, pourquoi ces efforts, cette différence? Pourquoi aussitôt dans le match, y aurait-il un effet nocebo? L'effet nocebo étant l'effet contraire à l'effet placebo. L'effet placebo, c'est si je vous dis, Monsieur Fakek, vous me dites, j'ai mal à la tête, donnez-moi de l'aspirine, parce que voilà, de l'iprane ou du paracétamol, parce que vous pensez que le paracétamol c'est bon pour votre mot de tête. Alors je vous donne une gélule dans laquelle il n'y a rien. Vous allez prendre cette gélule et 15 minutes après vous allez me dire ah oui je vais mieux, alors que vous n'avez rien pris. Ça c'est l'effet placebo parce que vous pensez que le paracétamol est bon pour votre mot de tête. L'effet nocebo c'est le contraire. C'est si vous pensez que c'est négatif, vous risquez d'être négatif par rapport à cet effort. Donc les premières 15 minutes, ils sont en état de jeûne, ils ont peut-être une idée négative, comme les joueurs des Jeux Olympiques de 2012, donc ils commencent doucement. Mais après, en deuxième mi-temps, ça se confirme qu'en fait, il y a eu un effet négatif sur eux sur la deuxième mi-temps, mais aussi, qu'en est-il de leur capacité à s'entraîner? Parce que en général, quand on attaque Ramadan, jusqu'au dernier jour, on mange normalement, et hop, après, on se met à faire Ramadan. Ça, c'est fortement déconseillé. Il est conseillé je m'adresse à vous, conférenciers, vous qui travaillez avec des joueurs et des athlètes musulmans, pensez à la sunna. Pensez non seulement au mois de Ramadan où il est obligatoire de jeûner pendant 29 ou 30 jours, mais pensez à la sunna où il est muhabbad, ça serait bien et préférable, souhaitable de jeûner 2 jours par semaine, par exemple lundi et jeudi, ou bien, comme je le disais tout à l'heure, les 3 jours au milieu du mois lunaire. Cela représente des centaines, je répète, des centaines d'opportunités de jeûne au cours de l'année. Pourquoi ne pas utiliser ça pour non seulement préparer Ramadan quand il arrive, mais garder les adaptations de Ramadan tout au long de l'année. Vous pourrez, par exemple, dire à vos athlètes qui jeûnent pendant Ramadan, écoute, 2 fois par mois, tu vas venir faire un entraînement ou faire une compétition, même amicale, dans des conditions de jeûne. Et ça va entraîner les athlètes qui vont être habitués à la routine du suhour, la routine de comment se préparer et surtout comment gérer l'effort selon l'effort. Parce que le football n'est pas le basketball, n'est pas la lutte. Gérer l'effort quand on est dans des conditions de jeûne. Justement, professeur, vous avez fait cette étude sur le football, donc ça montre très bien que parfois on est juste conditionné psychologiquement pour dire que pendant que je vais jeûner, je vais être moins performant, et ça impacte justement la performance. Est-ce que vous avez fait cette même étude sur d'autres sports et quels étaient les résultats? Alors, quand vous dites vous avez fait, bon, les chercheurs ont fait, je n'ai pas fait toutes les études, bien sûr. Je n'ai que 24 heures par jour. Donc, cette étude sur les footballeurs a été faite par l'équipe de Cheikh Mohammed et Abdulrashid Aziz en Malaisie et à Singapour. Et ils ont fait une autre étude justement pour essayer de voir s'il y avait un effet nocebo. Et cette étude qui dit Poor intermittent sprint performance in Ramadan fasted Muslim footballers despite controlling for pre-exercise dietary intake, sleep and training load. Donc, après leur première étude sur les footballeurs avec des GPS, ils les ont mis sur un tapis roulant et ils ont simulé un match de foot. Donc, ils ont fait un effort intermittent avec un test validé et ils ont remarqué que les joueurs, déjà, dès le début de c'était seulement une mi-temps, hein, ils ont simulé une mi-temps. Dès le début de cette mi-temps, ils ne se donnaient pas à fond. Alors qu'ils avaient bien dormi et bien mangé pendant les heures permises. Donc là, il pose une question vraiment très importante de l'effet éventuellement nocebo. C'est à étudier dans le futur. Nous allons passer à l'autre sport. Vous m'avez parlé d'autres sports. Ici, nous avons publié une revue de la littérature. Alors, c'est quoi une revue de la littérature? Contrairement à un article original, les articles originaux, c'est quand, comme l'étude sur le football, vous prenez des athlètes et vous faites une étude et vous étudiez les résultats et vous publiez les résultats. Vous avez pris des athlètes, vous avez fait une expérimentation, comme celle que je vous ai présentée jusque-là. Une revue de la littérature, c'est un article scientifique qui reprend plusieurs études originales. Donc, c'est un récapitulatif ou une synthèse, si vous voulez. OK? Donc, cette revue de la littérature s'est intéressée au cas des judokas et qu'en est-il de la perte de poids pendant Ramadan.
Alors déjà, on a un problème au niveau des sports, et là, je parle avec les gens du comité olympique, donc je suis convaincu qu'il y a au moins certaines personnes qui travaillent avec des sports à catégorie de poids. Il y a cette mauvaise, j'en parlais il y a un mois avec la Fédération française de judo, encore, malheureusement, encore, sur le terrain, nous avons des athlètes qui perdent leur poids le dernier jour ou le matin de la pesée. C'est absolument contre-productif pour leur santé. Après, ils rentrent dans la catégorie en dessous, ils peuvent gagner champion du monde, on les voit tous les jours. Mais jeûner et essayer de perdre du poids, c'est absolument déconseillé. Donc, il va falloir que les gens qui travaillent avec les athlètes musulmans qui sont dans les catégories de poids non super lourds, les lourds, on oublie, ils sont libres là-haut. Mais tout ce qui est… Oui. Oui, dans des catégories où ils doivent surveiller leur poids. Oui, oui. En dessous des lourds. Tout ce qui est en dessous des lourds, il faudrait peut-être que ces athlètes apprennent à gérer leur poids un peu plus longtemps avant le jour de la compétition, si c'est possible. En tout cas, côté santé, c'est largement souhaité pour que le ramadan pose moins de problèmes. Donc, c'est un problème si vous devez perdre du poids pendant le ramadan. Vous pouvez lire l'article si vous voulez. Maintenant, passons au taekwondo. The effect of carbohydrate and caffeine mouth rinsing on kicking performance. Alors là, ils ont fait un test spécifique de taekwondo et ils ont fait de rinçage de bouche avec de la caféine, sans sucre. Et s'ils ont montré qu'il y avait certaines variables qu'ils ont mesurées qui n'étaient pas impactées par un ramadan, il y avait un effet négatif du ramadan sur les efforts intermittents spécifiques au taekwondo. OK? Mais par contre, si les taekwondoïstes utilisaient du rinçage de bouche avec de la caféine, les effets étaient moindres. D'accord? Donc, quand vous faites du taekwondo intense, si c'est en fin de journée, les tests spécifiques du taekwondo sont négativement affectés. Ces auteurs qui sont d'ailleurs Martin Bevan est un collaborateur avec qui nous travaillons sur le Covid actuellement, ces auteurs suggèrent le rinçage de bouche avec la caféine. À nouveau, je répète, tout point concernant le rinçage de bouche devrait passer par une consultation d'un imam ou d'un conseiller religieux. Ça, ce ne sont que des études scientifiques qui sont faites dans différents endroits du monde avec différentes mentalités. Donc, il faut attention à avaler, au risque d'avalement. Je ne sais pas si on dit avalement en français, d'avaler des liquides. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est une étude sur les handballeuses tunisiennes par une équipe de mes collègues. Et ils ont reporté sur la 4e semaine de Ramadan par rapport à la semaine pré-Ramadan. Alors, il y avait plus de somnolence durant la journée. Et en accord avec l'étude de Aloui, que je vous ai présenté en début de présentation, les derniers sprints, des sprints répétés, étaient de moindre puissance et il y avait un plus grand index de fatigue. Il y avait les marqueurs comme la créatine kinase, les marqueurs de la souffrance musculaire étaient plus élevés pendant Ramadan. Donc, il y avait des marqueurs biologiques non impactés qui n'avaient pas bougé, mais aussi certaines performances et certains marqueurs biologiques de damage, souffrance musculaire, je dirais. Je suis désolé, j'ai perdu un peu mon français, qui avait été négativement impacté par Ramadan. Monsieur Fakak, je suis en train d'arriver sur la fin de la présentation. Et là, je parle d'une étude que nous avons faite ici au Qatar sur l'équipe nationale du Qatar de cyclisme. Et nous leur avons mis des polysomnographes pour suivre la qualité du sommeil pendant Ramadan. Et nous avons vu que pendant la première semaine, la 4e semaine et après Ramadan, c'était 2 semaines après Ramadan, il y avait des phases de l'architecture du sommeil qui étaient négativement impactées, avec notamment moins de sommeil profond, plus de sommeil à rapid eye movement, REM, mouvement oculaire rapide, et il y avait plus de réveil pendant Ramadan. Donc, la qualité du sommeil est négativement impactée par Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on dort mal? À quoi vous pensez, M. Fakek? Qu'est-ce qu'on peut faire si on dort mal? Bon, c'est pas évident, c'est normal. Bah, déjà, ça impacte la performance, ça impacte la concentration, la vigilance, etc. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Comment faire
pour avoir les 3 repas, je dirais à partir du ftour, le dîner et le soir, est-ce qu'on dort, est-ce qu'on ne dort pas, à quel moment on dort par intermittence? C'est une question qui se pose beaucoup chez les sportifs. Donc voilà, on pourra en parler après la présentation, mais là, je vous lance une perche. C'est les nappes. Nappes, c'est les siestes. Les siestes. La sieste en espagnol ou en italien. Les siestes pourraient aider à améliorer la performance. Il y a une étude sur une sieste de 35 minutes qui a amélioré un test de navette de 5 mètres chez les jeûneurs. Et donc, ici, je me permets d'utiliser une diapositive qui a été utilisée par notre ami de Singapour, Abdelrachid Aziz, sur toutes les possibilités d'effets du ramadan sur la performance. Il y a la restriction au niveau de nutrition, la restriction au niveau des fluides, la restriction au niveau du sommeil, le changement du rythme nictéméral, nuit jour, jour nuit, l'entraînement, la charge d'entraînement qui monte ou qui baisse. Là, je serais vraiment très heureux de répondre à vos questions par rapport à la charge d'entraînement. Et éventuellement, tout à fait à droite ici, vous voyez l'effet placebo. Donc, vous aurez cette diapositive pour essayer de voir tous les effets possibles et où vous pouvez éventuellement intervenir en tant que staff autour des joueurs pour essayer de faire en sorte que Ramadan se marie avec donc le mois saint du Ramadan, le mois al-Mubarak, aille avec l'entraînement et la compétition de sport selon où vous vivez, la durée de votre jeûne et votre sport que vous pratiquez. Et donc, je finirai, Monsieur Fekek, par mentionner quelques revues de la littérature. C'est à nouveau des articles synthétiques que nous avions publiés avec Anis et avec un Américain, Donald Kirkendall, avec Strategies for Maintaining Fitness and Performance during Ramadan. Donc, c'est des conseils, mais ces revues de la littérature ont été publiées en 2012. Je me permets de vous présenter des articles qui ont été publiés en 2019 sur le sommeil chez Monsieur Tout le Monde ou le sommeil chez l'athlète, ok, et aussi des revues de littérature plus récentes sur la performance physique et Ramadan. Et je finirai par cet article-là que nous avons écrit en 2019. Nous avons voulu le publier dans La Tunisie médicale, qui est un journal scientifique maghrébin, pour contribuer à la production scientifique du Maghreb. Donc, il y a même un résumé en français: optimisation de l'entraînement et des compétitions pendant le mois de Ramadan pour les athlètes jeûneurs, recommandations pratiques. Cet article, bien sûr, vous me le demandez, je vous l'envoie. Et tout ça nous amène à penser peut-être que où trouvons-nous les articles, qu'est-ce qu'un article, comment les trouver, est-ce que l'accès est libre? Justement, professeur, j'ai quelques questions à vous poser sur, je dirais, la pratique sportive pendant cette période du Ramadan. Il y a des questions aussi des participants à notre visioconférence qui posent des questions et que je remercie pour leurs questions et que je vais vous poser. Mais avant, je voudrais vous poser cette question. Justement, comment retrouver les sources que vous citez, comment aller sur des études scientifiques qui sont en lien avec le sport d'une façon générale, le sport et le Ramadan. Est-ce qu'il y a des conseils à nous donner, à toutes les personnes qui suivent notre visioconférence? Absolument. Si vous voulez vous intéresser à des opinions d'experts, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche comme Google et chercher Ramadan et sport. Vous allez trouver des gens comme moi ou autres qui disent ce qu'ils pensent. Ça, c'est une façon de procéder. Une autre façon de procéder, c'est d'essayer d'aller consulter la littérature scientifique. Là, la bonne nouvelle, c'est que je vais vous montrer comment faire. La mauvaise nouvelle relative, c'est qu'il faut maîtriser l'anglais parce que la science est publiée en anglais, c'est un fait, je n'y peux rien. Donc, même moi qui suis tunisien de mère française et de culture maghrébo-française, j'écris en anglais. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, ici, je vous présente le site PubMed, qui est un site américain. PubMed, voilà. Et voilà, je vous ai copié le lien ici. Si vous tapez ce lien, vous allez rentrer sur ce site-là. Et si vous le permettez, Monsieur Fekek, en vous remerciant de votre attention, si vous le permettez, je peux éventuellement faire une démonstration de quelques minutes pour montrer comment chercher les informations. Ça, si ça vous intéresse, bien sûr. Sinon, j'aurais fini ma présentation. Avec plaisir. On le fait en temps réel, comme ça, avec les participants. Ok, super. Faire de la recherche scientifique sérieuse.
Ok, donc ici, c'est mon adresse email. Si vous avez besoin de moi, vous m'envoyez un email et j'espère vous répondre dans les jours qui suivent. En général, en Merci général, beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup. jusque-là, je n'ai jamais ignoré aucun email. J'espère que je pourrai le faire jusqu'à ma mort parce que la charge d'email va en augmentant, c'est pas facile. Donc C'est maintenant, sûr. je vais vous demander, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais partager. Est-ce que vous voyez un browser? Est-ce que vous voyez, vous devriez voir PubMed maintenant, le site. Ouais, Est-ce que on vous le le voit. voyez? Ouais, on le voit, Super, PubMed. super. Donc je vais l'agrandir un peu. Attendez, je vais me mettre à mon clavier. Excusez-moi, je vais me mettre à mon clavier. Hein, parce que, euh, comme ça. Voilà, là, je suis beaucoup mieux, là, je suis plus à l'aise. Très Donc, bien. je vais le mettre un peu plus grand pour que vous voyez. Oui, Donc, ça, c'est National Library of Medicine. C'est la library, c'est, comment on appelle ça, library en français aidez-moi. Library, c'est bibliothèque. C'est la bibliothèque médecine nationale aux USA. Et c'est cette institution qui est en charge, pour l'instant, et depuis plusieurs années, d'accumuler et d'archiver toute la recherche scientifique, notamment en médecine, médecine du sport, etc. Donc, mm, vous allez rentrer des mots-clés ici. Par exemple, si vous rentrez le mot Ramadan, pour ce dont on parlait tout à l'heure, vous allez oui, trouver donc 4000 publications sur Ramadan. OK? 4000 d'accord. publications. OK? Par exemple, Ramadan and COVID-19 vaccine hesitancy, a call for action. Donc, apparemment, il y a un call for action, des gens qui appellent, ces chercheurs appellent les gens à ne pas résister au vaccin pendant Ramadan. Je vais quand même faire un peu de pub pour le Maroc, parce que je suis quand même invité par le comité olympique marocain. Donc, je vais faire Ramadan Merci beaucoup. Sleep et Rocky, notre ami professeur Rachida Rocky. Et vous allez voir que la professeure Rachida Rocky, d'ailleurs, je ne sais pas où elle habite au Maroc, peut-être à Casa, je ne sais pas, elle a 7 articles sur Ramadan. Et ici, par exemple, cet article Sleep during Ramadan intermittent fasting. Ça, c'est très intéressant. C'est le sommeil pendant le jeûne intermittent de Ramadan. Ce que vous allez voir ici, quand vous allez voir le titre, on est d'accord, les noms des auteurs et le journal dans lequel c'est publié. Celui-là, c'était Journal of Sport Sciences. Alors, la mauvaise nouvelle pour cet article-là, c'est que vous n'aurez accès que à l'abstract. Si vous cliquez sur le titre, comme ça, vous allez voir l'abstract qui est le résumé. Vous allez quand même avoir une idée de l'étude en général. On est d'accord. Donc, c'est déjà intéressant. Par contre, l'article n'est pas gratuit. Je vais vous guider vers d'autres articles qui sont gratuits. Quand vous voyez Free Article ici, c'est que l'article est gratuit. Donc, si on clique sur l'article de professeur Rachida Rocky ici, vous allez non seulement trouver l'abstract, et si l'abstract vous intéresse et que vous voulez l'article, vous allez cliquer ici, vous allez le voir, je vais le faire avec vous, vous cliquez ici, et vous avez un moyen et le PDF est là, je vais le downloader devant vous pour vous montrer que je ne vous raconte pas des balivernes. PDF, il va arriver quelques secondes, et voilà l'article, et voilà, babam, ça c'est l'article de professeur Rachida Rocky entier, vous pouvez le sauver, click right, save as, et vous sauvez sur votre ordinateur. Je ne vais pas le faire là parce que je vais vous montrer. Professeur. Merci beaucoup. Je vous montre une minute de plus, où vous pouvez chercher, par exemple, Ramadan. Si vous êtes en tennis, vous faites Ramadan, tennis, et vous allez voir tout ce qui est sur le Ramadan et le tennis. Il n'y a malheureusement que 3 publications sur le Ramadan et le tennis. Maintenant, vous pouvez aussi croiser Ramadan et un nom d'auteur, Chamari par exemple. Et là, vous allez trouver 28 résultats, toutes les publications que vous en faites sur Ramadan et le fasting, etc. Si vous voulez faire Ramadan et soccer football, parce qu'en général, le football est appelé soccer, excusez-moi, soccer, voilà. Vous allez trouver plus de 29 aussi, pas beaucoup, voilà. Voilà, j'espère que la démonstration vous aura un peu aidé. Oui, tout à fait. C'est une information très importante qui permet à tous les participants justement d'aller chercher je dirais des articles et des recherches scientifiques sérieuses sur différents sujets. Hein. Il y a le sujet du Ramadan, mais différents sujets. Alors moi, je voudrais faire juste un résumé. Aujourd'hui, on a parlé des études scientifiques
que vous avez présenté, professeur, sur l'impact du Ramadan, on constate qu'il y a quand même un impact sur la performance, il y a un effet placebo, il y a un effet nocebo, il y a aussi l'emplacement de l'entraînement. Est-ce que après sahur, est-ce que avant la rupture du jeûne, est-ce que c'est après la rupture du jeûne? Donc il y a des théories là-dessus. Effectivement, on est bien d'accord qu'après sahur, l'entraînement peut être bénéfique, mais il faut bien se reposer dans la journée, il faut faire des siestes pour récupérer en matière de sommeil. Avant le sahur, il faut que l'entraînement soit léger. Avant le ftour, pardon, il faut que l'entraînement soit léger. Après le ftour, 2 heures après, on peut monter en intensité, etc. Donc, c'est possible, c'est compatible. Alors, moi, je voudrais vous poser une question des participants. Alors, j'ai Riyadi Taha qui pose la question, est-ce qu'il y a des effets des entraînements pendant la Ramadan sur le foie et le détox? Est-ce que le fait de s'entraîner, ça peut impacter notre foie? Est-ce que justement ça peut être bénéfique parce que c'est un moment pour la détoxication de notre corps et de notre foie? Pas seulement du foie, des tissus fat tissue, les tissus de la graisse en fait. En fait, Oui, merci pour la question. En fait, pendant Ramadan, il y a un changement du métabolisme qui je pense en anglais, relying. Alors, je vais essayer de switcher mon esprit en français. Qui comptait plus sur les sucres avant et qui maintenant va apprendre à compter sur les graisses. Parce que après 12 à 14 heures de jeûne, les stocks de glucose et de glycogène sont au plus bas et donc le corps va les garder en cas où il y aurait un sprint ou au cas où il en aurait besoin, il va essayer d'utiliser d'autres énergies. Et c'est justement la magie du jeûne. La magie du jeûne, c'est l'utilisation des graisses et les corps cétoniques qui désormais vont aussi nourrir le cerveau. Parce que le cerveau, on pensait avant que le cerveau n'utilisait que le glucose, c'est complètement faux. Le cerveau utilise le glucose, mais aussi les corps cétoniques qui proviennent des métabolismes des graisses. Et pour votre information, on est plus rapide et on est plus intelligent quand on utilise les corps cétoniques. Donc, si vous voulez être plus intelligent, jeûnez. Si vous voulez freiner votre cerveau, mangez. OK? Ça, c'est une chose. Alors, quand on passe au fasting, il y a une utilisation des graisses. Le foie va donner du glucose jusqu'à du glycogène, va donner de son stock de glycogène pour donner du glucose au corps jusqu'à une certaine limite où il va dire moi j'arrête, prenez des graisses. OK? Et c'est les graisses qui, quand elles vont fondre, et notamment les graisses viscérales, vont vont result in, c'est pas permettre c'est positif, vont faire en sorte que, excusez-moi, mes mots français ne sont pas parfaits, mais j'espère que vous allez m'avoir. Il va y avoir un effet négatif parce que les graisses qui vont fondre vont libérer dans la circulation un certain nombre de toxines que nous avons accumulées par les produits chimiques, par la viande que nous avons consommée, parce que les animaux sont un concentré de produits toxiques et nous mangeons leur viande. Donc, nous allons être une éponge de produits toxiques. Ces produits toxiques vont être libérés pour être éliminés. Et là, attention de ne pas jeûner pour les gens qui ont des problèmes de reins, parce que le Ramadan, c'est le mois de la fête pour les reins. Ils sont à plein régime pour nettoyer toutes ces impuretés que nous sommes en train de libérer quand nous jeûnons. Et ça, bien sûr, ça dépend de la durée du jeûne, parce que si nous ne jeûnons pas assez longtemps, ça n'arrivera pas. Et ça dépend aussi de ce que nous mangerons à la rupture du jeûne. Parce que si à la rupture du jeûne, vous mangez tout de suite sucré, et c'est notamment souvent le cas, le métabolisme va tout de suite changer et arrêter cette détoxication. Donc, cette détox a lieu pendant le jeûne. Et après, pourrait être prolongée si on mange de façon intelligente au niveau de la rupture du jeûne. Alors justement, professeur, pour compléter ce que vous dites sur l'alimentation et la nutrition pendant cette période du Ramadan, la semaine dernière, nous avons fait une visioconférence sur l'alimentation que les participants qui n'ont pas pu assister peuvent la retrouver sur la chaîne du Comité olympique. Il y avait des conseils du professeur et du docteur Mahmoud
Exceptionnel. Alors, je vais reprendre d'autres questions et là, je ne fais pas du tout le tri, hein, je lis ce que j'ai devant les yeux. C'est une question de science and e-learning. Sciences and e-learning. Quel est le bon running à pratiquer pendant le ramadan? Le Quel bon est running? Ah, pratiquer pendant le ramadan? ben, ça dépend de l'objectif. Si vous voulez perdre du poids, c'est une chose, mais si vous voulez vous entraîner, c'est totalement différent. Donc, je pense que le mot running pour eux, c'est peut-être le running pour le sport pour tous, pour la communauté, pour être en forme et éventuellement perdre du poids. À ce moment-là, ça dépend de l'aptitude physique de chacun, mais être à peu près à 60% de la fréquence cardiaque maximale, c'est un bon compromis parce que c'est supportable pendant longtemps et ça permet de brûler des graisses autour de Alors, 60%. Après, il y a des études scientifiques beaucoup plus poussées, mais pour monsieur tout le monde, déjà 60% de la fréquence cardiaque maximale, c'est bien. Donc, pour un jeune de 20 ans qui aurait une fréquence cardiaque maximale de 200 autour, c'est pas toujours le cas, c'est courir à 120 battements à minute. Et là, vous pouvez le faire pendant même 40 minutes, 45 minutes avant la rupture du jeûne, et après aller rompre votre jeûne sans problème. Alors justement, il y a Mustapha Afendi qui dit que l'entraînement en filière aérobie avant le phtor est plus bénéfique et après le phtor, on peut augmenter l'intensité. Est-ce que vous confirmez? Oui, oui, c'est pas qu'il soit plus bénéfique, ça dépend de votre objectif. Mais là, si vous voulez travailler votre endurance avant le tour, vous pouvez le faire parce que là, c'est safe. Comme je le dis, si vous courez à 60% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est safe au niveau santé, on est tranquille. Et bien sûr, comme le dit très bien cet intervenant, si vous voulez faire du travail intense, du high intermittent training, il faut le faire plutôt après la rupture du jeûne, quand c'est possible. Si vous êtes dans un pays à majorité musulmane et ou si votre entraîneur ou votre staff vous permet d'adapter votre entraînement. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, j'ai une question, peut-être qu'elle est propre à la situation au Maroc de Abdeljalil Fidadi, qui dit comment adapter l'entraînement des nageurs dans les conditions actuelles. Peut-être qu'il parle de la fermeture des piscines avec ce confinement. C'est pas évident, c'est sûr. Alors, il y a des piscines, moi je peux lui dire qu'il y a des piscines qui restent ouvertes avant le phtor, et après le phtor, c'est couvre-feu à partir de 20 heures. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Si c'est le sens de sa question. Alors, il y a une autre question d'Ismaël Bouskelaoui Alaoui, mais peut-être que vous avez répondu tout à l'heure par rapport à l'étude que vous avez menée quand on fait le rinçage de bouche. Il dit, est-ce que vous avez pris en considération la quantité de la salive? Effectivement, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. En fait, je voudrais rebondir rapidement. Moi-même, personnellement, je suis très affecté par les fermetures de piscine parce que j'avais l'habitude de complémenter mon entraînement sur le rameur par la natation. J'étais très affecté. Alors, avec notre collègue Ziad Abbès, qui est le conseiller technique de la Fédération qatari de natation, nous avons écrit un article qui a été hier accepté sous réserve de majeures modifications. Nous allons le travailler. Inch'Allah, il sera publié dans pas longtemps. C'est justement pour répondre à ces nageurs comment s'entraîner quand on n'a pas accès aux piscines. C'est pas facile du tout, mais il y a des conseils intéressants. Si notre ami est intéressé, il peut m'envoyer un email. Je mettrai en contact avec Zied et nous vous enverrons l'article dès qu'il sera publié. Ça, c'est une chose. La salive, oui. Quand les sujets ont rendu le liquide qui était dans leur bouche, nous avons juste pesé ce qu'il y avait entre ce que l'on a donné et ce qu'ils nous ont rendu. Et ce qu'ils nous ont rendu était légèrement plus léger que ce qu'on leur a donné. Donc, malgré la salive qu'il y a dans la bouche, eh ben, les participants ont gardé un peu de liquide et ou de salive dans leur bouche. Donc, là, bien sûr, chaque fois qu'on met quelque chose dans la bouche, il y a salivation. Et à ce moment-là, le quiz de quand on avale la salive, est-ce qu'on rompt son jeûne ou pas? Bien sûr, tout le monde sait que non, parce qu'on avale notre salive tout le temps quand on est en période de jeûne. Mais il ne faut pas ajouter de l'eau, en fait. Je pense que j'ai répondu. Alors, professeur Karim Chamari, on a parlé de beaucoup de choses. Qu'en est-il de l'hydratation du corps pendant cette période du Ramadan et la pratique sportive? Justement, il y a deux choses qui sont très, très importantes et qui sont vitales et cruciales. C'est le sommeil et l'hydratation. Si vous arrivez à gagner les batailles du sommeil et de l'hydratation, vous avez de grandes chances que ça se passe très bien. D'ailleurs, notre ami, le professeur Anis Chawachi, qui a fait sa thèse de doctorat sur le Ramadan, avait étudié l'équipe nationale de judo de Tunisie
avec les champions comme Anis Lounifi qui a été champion du monde d'ailleurs. Et c'était ces années-là où l'équipe était très très forte, ils le sont toujours très forts. Et ils avaient fait Ramadan comme vous le faites, le comité olympique et les fédérations marocaines ou internationales, c'est que les athlètes étaient en camp d'entraînement, sous la surveillance de leur staff technique et leur staff médical. Et quand leur sommeil était bien préservé et qu'ils s'hydrataient très bien pendant les heures possibles de nuit, dans cette étude-là, il n'y avait pas d'effet négatif du Ramadan sur les performances de ces judokas. Non seulement les performances de saut, mais aussi les performances du yo-yo test. Yo-yo, c'est un test d'endurance intermittent très dur. Donc, cette étude est la preuve que des athlètes d'élite, qui quand ils sont très professionnels, dans un camp d'entraînement, pas libres dans la nature, dans leur famille, ça c'est plus difficile. Quand ils sont sous le contrôle d'un staff médical et staff technique qui contrôle les heures de sommeil et l'hydratation, ça se passe très bien. Donc, merci pour cette question. L'hydratation est très, très importante. Alors, professeur, durant notre visioconférence, nous avons parlé beaucoup de sport et surtout le sport pour des sportifs de haut niveau, des études scientifiques sur des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, on sait très bien que pendant la période du mois sacré du Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire du sport. C'est très bien, c'est une bonne chose. Quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour ne pas, je dirais, faire d'erreurs et pour préserver leur santé? Et beaucoup font du sport avant le ftour. 1 heure avant le ftour, on voit les terrains de foot, on voit les gens en train de courir. C'est une bonne chose. Quels conseils on peut leur donner pour qu'ils n'abîment pas ou qu'ils n'aient pas de conséquences négatives sur leur santé? Merci, c'est très important parce que le nombre de personnes non sportives est largement supérieur au nombre de sportifs. Donc, ça touche beaucoup plus la population et la santé et la qualité de vie. Oui, vous avez raison, c'est très important de faire du sport pendant le jeûne parce que le jeûne et l'activité physique sont les deux extrêmement importants pour la santé. Et les pratiquer ensemble est une mine d'or pour la santé. Sauf qu'il faut bien le faire. Déjà, il faut s'assurer auprès de son médecin qu'on n'ait pas de contre-indication à pratiquer le sport et qu'on n'ait pas de problème de rein, ok, et cardiovasculaire. Une fois que la personne est en bonne santé, il faut faire du sport et juste, même avant le tour, même jouer au foot, sauf dans des conditions de Covid-19, il faut éviter les sports collectifs, selon les pays. En tout cas, au Qatar, c'est interdit pour l'instant. Donc, il faut faire de l'activité physique, mais essayer d'éviter de faire des compétitions, style battre mon record d'avant Ramadan, etc. Il faut faire du sport à une fréquence cardiaque qui ne dépasse pas les 70% de la fréquence cardiaque maximale. Et si jamais on sent un malaise, s'arrêter tout de suite. Mais normalement, si vous le faites progressivement, il n'y aura aucun problème et vous aurez des effets bénéfiques innombrables pour la santé. Si vous couplez ceci à une rupture de jeûne healthy, qui respecte quand même les règles. Pas trop de sucre, pas trop de gras, pas trop de sel. Très bien. Merci beaucoup, professeur Karim Chamari. Ça fait à peu près 1h20 que nous sommes en visioconférence. J'ai plus d'autres questions et je sais que vous n'avez pas aussi fait la rupture de votre jeûne au Qatar, alors que c'est déjà fait il y a à peu près 1 heure. Votre famille ne vous attend pas. Alors, je vous laisse quand même le mot de la fin, le mot de la conclusion. Déjà, je suis très honoré d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez savoir combien de personnes sont là ou ont été là connectées? Vous avez le moyen? Certainement, comme mes collègues qui font la réalisation peuvent le savoir. Ça serait bien qu'ils me le disent. Comme ça, au moins, je saurai à combien de personnes j'ai parlé en plus de vous, M. Fakir, qui était un plaisir de vous voir déjà. Donc, c'était un honneur de parler avec vous. J'espère que il y a écrit quelque chose, 70 et 93, oui. Donc, bien plus de 50 personnes, super. Vraiment, je suis très honoré. J'espère que les personnes qui ont assisté ont été intéressées. J'espère que la petite démonstration que j'ai faite pour la recherche scientifique aura intéressé certains, surtout ceux qui ont un profil académique et qui ont fait ou qui voudraient faire de la recherche. Je suis à votre disposition pour vous renvoyer la diapositive, les diapositives en ajoutant les 2 diapositives sur les blessures si cela vous intéresse. Et je suis prêt à vous envoyer n'importe lequel de mes articles parce que, bien sûr, ce sont mes articles, je les ai tous. Donc, vous envoyez un email, je vous envoie les articles et ça fera un plaisir que tout le monde les lise, en fait.
En tout cas, merci beaucoup, professeur Karim Chamari. Moi, je vous remercie d'abord pour votre brillante présentation, mais c'est aussi, on sent que vous êtes un homme passionné, un homme généreux qui est prêt à partager et qui est prêt à faire avancer les choses. Merci beaucoup et j'espère que quand cette pandémie sera derrière nous, on aura le plaisir et le privilège de vous accueillir au Maroc et de faire avec vous des conférences ou des formations en présentiel. Comme ça sera beaucoup plus humain et beaucoup plus agréable. Merci beaucoup. Très gentil, c'est très gentil. Merci à vous et تصبح على خير. Merci Et beaucoup. شهية طيبة. Bon iftar pour ceux qui n'ont pas encore fait leur rupture du jeûne. On va le faire dans 2 heures à peu près. Sahaf Tourak également. Merci à vous Merci, pour votre merci beaucoup. présence. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres visioconférences et pour d'autres thématiques. Merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir.